Et si je te disais qu'un homme a passé 40 ans à écrire des lettres à quelqu'un qui ne les a jamais ouvertes, portant un secret qui changerait tout? Pose-toi cette question. Combien de vérités dans ta propre vie attendent encore d'être découvertes? Si cette histoire te touche déjà, laisse un like pour que d'autres puissent la vivre avec nous. Et abonne-toi car ce que tu vas découvrir va bouleverser ta vision du destin. Ce que Mathieu trouve en ouvrant cette vieille boîte poussiéreuse va révéler qu'aucune erreur n'est jamais vraiment perdue, que chaque douleur trouve sa réparation, même après des décennies de silence. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Le vent d'octobre balayait les feuilles mortes sur le quai de la gare de Lyon. Mathieu Duchamp observait le panneau d'affichage, avec cette expression particulière des gens qui attendent quelque chose sans vraiment savoir quoi. À 42 ans, il portait sur ses épaules le poids invisible d'une vie qui avait pris un tournant inattendu. 3 mois plus tôt, il avait tout perdu. Son poste de directeur commercial dans une entreprise familiale de textile lyonnais, fermée après 4 générations, son mariage de 15 ans qui s'était effiloché comme un vieux tissu, et surtout, la certitude confortable que la vie suivait un plan logique, prévisible, maîtrisable. Train 65734 à destination de Marseille, départ voie 12. Mathieu saisit sa valise usée. Il n'avait pas choisi Marseille par hasard. C'était la ville de son grand-père paternel, Jules, qu'il n'avait jamais vraiment connu. Un homme dont on parlait peu dans la famille, comme s'il avait laissé derrière lui une ombre trop longue. Tout ce que Mathieu savait, c'est que Jules avait été docker au Vieux-Port dans les années 50, qu'il était mort seul en 1987 et qu'il avait laissé une petite maison délabrée dans le quartier du Panier. Cette maison, Mathieu venait d'en hériter par un concours de circonstances administratives qu'il ne comprenait pas vraiment. Un notaire poussiéreux l'avait contacté 6 semaines plus tôt. « Monsieur Duchamp, vous êtes l'unique héritier vivant de Jules Duchamp. Une propriété vous revient. » Au début, il avait ri. Une maison à Marseille? Lui qui ne connaissait rien à cette ville, qui avait passé toute sa vie entre Lyon et ses banlieues propres et ordonnées. Mais ensuite, tandis que son appartement lyonnais se vidait de ses meubles et que sa femme Céline emportait les derniers vestiges de leur histoire commune, l'idée s'était imposée comme une bouée lancée dans une mer agitée. Peut-être qu'ailleurs, il pourrait recommencer, ou du moins comprendre. Dans le train, Mathieu s'installa près de la fenêtre. En face de lui, une vieille femme tricotait avec des gestes précis et mécaniques. Elle leva les yeux vers lui et sourit doucement. « Première fois à Marseille ?» demanda-t-elle avec cet accent chantant du midi. « Oui, répondit-il simplement. Vous verrez, c'est une ville qui ne laisse personne indifférent. Elle prend ce qu'elle veut de vous et elle vous rend ce dont vous avez besoin. Pas toujours ce que vous voulez, attention. Ce dont vous avez besoin. » Mathieu hocha la tête poliment, peu convaincu par cette philosophie un peu mystique. Il n'était pas du genre à croire au destin ou aux signes. Il croyait au travail, à l'effort, à la planification. Et pourtant, où tout cela l'avait-il mené? Le paysage défilait, de plus en plus méditerranéen. Les pins remplaçaient les chênes, la lumière devenait plus crue, presque violente. Mathieu sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, comme si l'air était différent ici, plus libre. Quand le train entra en gare Saint-Charles, il fut submergé par le chaos organisé de la ville. Les cris des vendeurs de journaux, l'odeur de la mer mêlée à celle des gaz d'échappement, la cacophonie des langues et des accents. C'était à l'opposé de Lyon, où même le désordre semblait réglementé. Il prit un taxi jusqu'au Panier. Le chauffeur, un maghrébin d'une 50aine d'années, parlait sans interruption. Le Panier, c'est le vrai Marseille, tu vois. Pas le Marseille des touristes avec leurs cartes postales. Ici, les gens vivent vraiment. Ils se disputent, ils s'aiment, ils mangent ensemble. Tu vas voir, c'est quelque chose. La maison de Jules se trouvait rue du Refuge, une ruelle étroite aux façades décrépites mais pleines de caractère. Les volets bleus écaillés, les lézardes dans les murs, les pots de géranium qui débordaient sur les balcons. Mathieu se tenait devant le numéro 17, une bâtisse de 2 étages qui semblait avoir été jaune autrefois. Il tourna la clé rouillée que le notaire lui avait confiée.
La porte grinça comme dans un mauvais film. L'intérieur sentait le renfermer, la poussière et quelque chose d'autre. Le temps, peut-être, les souvenirs accumulés. Le rez-de-chaussée consistait en une seule grande pièce. Cuisine, salle à manger, salon, tout se mélangeait dans un désordre figé depuis des décennies. Les meubles étaient recouverts de draps blancs devenus gris. Sur les murs, quelques photographies jaunies dans des cadres de bois. Mathieu s'approcha de l'une d'elles. Un homme jeune, peut-être 30 ans, en costume sombre, posait devant le port. Son visage était sérieux, presque sévère, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Jules, sans doute. Au moment où Mathieu tendit la main pour décrocher la photo, il entendit des pas dans l'escalier. Son cœur bondit. Il n'était pas seul. Une silhouette descendait lentement. Une femme, la cinquantaine peut-être, vêtue simplement, avec des cheveux gris noués en chignon. « Vous devez être Mathieu », dit-elle sans trace de surprise. « Je suis Leïla. Je vivais à côté de Jules. J'étais une amie. » Mathieu, encore sous le choc, balbutia. « Comment êtes-vous entré ?»« Jules m'avait donné une clé il y a longtemps. Je venais parfois aérer, m'assurer que tout allait bien. Je ne savais pas que quelqu'un viendrait. » Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit en grand. La lumière de fin d'après-midi envahit la pièce, révélant la poussière en suspension, donnant à tout un aspect irréel, comme un décor de théâtre oublié. « Il vous attendait, vous savez ?» dit-elle doucement. « Pas vous précisément, mais quelqu'un. Il disait toujours « Ce qui doit arriver, arrive. Les choses trouvent leur chemin. » Mathieu ne savait pas quoi répondre. Cette femme, cette maison, cette ville, tout cela semblait appartenir à un autre monde. Une autre logique. « Pourquoi est-ce qu'il ne m'a jamais contacté de son vivant ?» finit-il par demander. Leïla le regarda avec une tristesse ancienne dans les yeux. « Parce qu'il attendait que vous soyez prêt, et apparemment vous l'êtes maintenant. » Les premiers jours à Marseille furent étranges, presque irréels. Mathieu dormait sur un vieux matelas qu'il avait trouvé à l'étage, enveloppé dans des couvertures qui sentaient la naphtaline. La nuit, les bruits de la rue montaient jusqu'à lui. Des éclats de rire, des disputes en arabe ou en italien, le ronronnement lointain des scooters. C'était un vacarme vivant, si différent du silence aseptisé de son ancien appartement lyonnais. Leïla revenait chaque matin avec du pain frais et du café. Elle ne posait pas de questions, ne forçait rien. Elle se contentait d'être là, présence silencieuse et apaisante. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait la rue, comme si elle cherchait quelque chose dans le mouvement perpétuel du quartier. « Jules faisait ça aussi », dit-elle un matin. « Il pouvait rester des heures à observer les gens. Il disait que chaque personne portait une histoire invisible et que si on regardait assez longtemps, on finissait par la voir. » Mathieu, occupé à trier les vieilles affaires de son grand-père, leva les yeux. Quel genre d'homme était-il vraiment ? Leïla sourit tristement. Compliqué, hanté, je dirais. Il avait fait quelque chose dans sa jeunesse, quelque chose qu'il regrettait profondément. Il ne m'a jamais dit quoi exactement, mais ça le rongeait. Il passait ses journées au port, pas pour travailler. Il avait pris sa retraite depuis longtemps, mais pour attendre. Attendre quoi ? Une réponse, un pardon, une chance de réparer, peut-être. Cette conversation laissa Mathieu troublé. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Jules qui résonnait avec sa propre vie. Lui aussi avait l'impression d'avoir échoué, d'avoir laissé passer quelque chose d'essentiel. Son mariage, sa carrière, tout s'était effondré non pas à cause d'une catastrophe, mais par une lente érosion, un manque d'attention. Un après-midi, il décida d'aller au Vieux-Port, là où Jules avait travaillé des décennies plus tôt. La lumière méditerranéenne était aveuglante, se reflétant sur l'eau en 1000 éclats argentés. Les bateaux de pêche se balançaient doucement, et l'odeur du poisson frais se mêlait à celle de la mer. Mathieu s'installa à la terrasse d'un café et commanda un pastis, par curiosité plus que par goût. À la table voisine, un vieil homme aux mains noueuses lisait la Provence. Quelque chose dans son visage attira l'attention de Mathieu, une ressemblance peut-être avec les photos de Jules. « Excusez-moi », osa Mathieu. « Vous avez connu les Docs dans les années 50 ?»
L'homme le dévisagea avec méfiance, puis sembla se détendre. « J'y suis né, mon garçon. Mon père y travaillait, et moi après lui. Pourquoi? Mon grand-père était docker ici. Jules Duchamp. » Le visage du vieil homme se ferma instantanément. Il replia son journal avec des gestes brusques. « Je n'ai rien à dire sur cet homme, » grommela-t-il, avant de se lever et de partir précipitamment. Mathieu resta figé, son verre à la main. Que s'était-il passé? Qu'avait fait Jules pour provoquer une telle réaction tant d'années après sa mort? De retour rue du Refuge, il questionna Leïla. Elle soupira longuement avant de répondre. Il y a eu un accident en 1956. Un jeune docker est mort, écrasé par une cargaison qui s'est détachée. Jules était responsable de la sécurité ce jour-là. Certains ont dit qu'il avait été négligent, qu'il aurait pu empêcher la tragédie. D'autres ont pris sa défense. Mais Jules, lui, ne s'est jamais pardonné. Il était coupable? Qui peut dire? Les accidents arrivent, surtout dans ce métier. Mais Jules a porté ce poids jusqu'à sa mort. Il a essayé de retrouver la famille du garçon, de les aider, mais ils ont refusé de le voir. Alors il a attendu. Toute sa vie, il a attendu une occasion de réparer. Mathieu sentit quelque chose se briser en lui. Voilà pourquoi Jules était resté seul, pourquoi personne dans la famille ne parlait de lui. La honte, le silence, l'exil intérieur. Et il n'a jamais eu cette chance, demanda-t-il, la gorge serrée. Leïla le regarda intensément. Peut-être que si, peut-être que c'est pour ça que vous êtes ici. Cette nuit-là, Mathieu ne dormit pas. Il pensait à Jules, à ce jeune homme mort sur les docks, aux familles brisées par un instant de malchance. Il pensait aussi à sa propre vie, à Céline qu'il n'avait pas su écouter, à son travail qu'il avait laissé le consumer. Était-il possible que les erreurs du passé trouvent leur résolution dans le présent? Que rien ne soit jamais vraiment perdu? Au petit matin, alors que la lumière dorée commençait à envahir la chambre, Mathieu prit une décision. Il allait retrouver cette famille. Il allait comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il ignorait encore que cette quête le mènerait bien plus loin qu'il ne l'imaginait, vers des vérités qu'il n'était pas certain de vouloir affronter. Les recherches commencèrent dans les archives municipales de Marseille, un bâtiment austère, près de la préfecture, où l'odeur du papier moisi rivalisait avec celle du café des employés. Mathieu passa des journées entières à éplucher les registres, les vieux journaux, les rapports d'accidents du travail des années 50. Le nom finit par apparaître, Thomas Bellini, 19 ans, mort le 14 août 1956. Fils unique de Rosa et Antonio Bellini, immigré italien arrivé à Marseille dans les années 30. L'article du journal était bref, presque clinique. Accident mortel au dock. Une enquête est en cours. Avec ce nom, Mathieu put retrouver une adresse dans l'annuaire ancien, rue Sainte-Françoise, toujours dans le panier. Le cœur battant, il s'y rendit un matin de novembre où le Mistral soufflait avec violence, faisant claquer les volets contre les façades. La maison était étroite, coincée entre deux bâtiments plus hauts. La peinture verte de la porte s'écaillait par plaques. Mathieu frappa 3 fois. Rien. Il allait rebrousser chemin quand la porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Un visage de femme apparut, âgé, méfiant. Des yeux noirs profonds qui semblaient avoir trop vu. « Qu'est-ce que vous voulez, Madame Bellini? Je m'appelle Mathieu Duchamp. Je suis le petit-fils de Jules Duchamp. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé en 1956. » La porte se referma brutalement. Mathieu entendit des pas s'éloigner à l'intérieur. Il resta là, impuissant, le vent lui cinglant le visage. Puis, contre toute attente, la porte se rouvrit complètement. Entrez. Mais vite, avant que le froid n'envahisse tout. L'intérieur était sombre, chargé de meubles anciens et de souvenirs figés dans le temps. Des photographies couvraient les murs et au centre du salon trônait un portrait en noir et blanc d'un jeune homme au sourire lumineux. Thomas. Rosa Bellini devait avoir plus de 90 ans. Elle se déplaçait lentement, appuyée sur une canne, mais son regard restait vif, presque féroce. « Alors c'est vous, le petit-fils »
dit-elle en s'asseyant péniblement. Je me demandais si quelqu'un viendrait un jour. Madame, je sais que mon grand-père a essayé de vous voir, de s'excuser. S'excuser. Elle eut un rire amer. Qu'est-ce que ça change, les excuses? Mon fils est mort. Votre grand-père a continué à vivre. Où est la justice là-dedans? Mathieu ne savait pas quoi répondre. Il avait préparé des mots, des phrases, mais face à cette douleur ancienne et toujours vive, tout lui semblait dérisoire. « Il ne s'est jamais pardonné », murmura-t-il finalement. « Tant mieux, qu'il ait souffert lui aussi. » Le silence s'installa, lourd, oppressant. Puis Rosa se leva avec difficulté et alla chercher une boîte en carton dans un meuble. Elle la posa sur la table entre eux. « Votre grand-père m'a écrit. Pendant 40 ans, il m'a écrit. Une lettre par mois sans jamais manquer. Je ne les ai jamais ouvertes, pas une seule. Je les ai gardées par haine, pour me rappeler qu'il existait, qu'il était là, vivant, alors que mon Thomas était dans la terre. » Mathieu regarda la boîte, le cœur serré, près de 500 lettres, peut-être plus. Toute une vie de culpabilité, d'espoir et de silence. « Pourquoi vous me montrez ça ? Parce que je vais mourir bientôt, et je me demande si j'ai bien fait, si cette haine que j'ai cultivée pendant toutes ces années a servi à quelque chose. Mon mari est mort il y a 20 ans. Je n'ai pas d'autres enfants. Thomas était tout ce que j'avais, et quand je partirai, plus personne ne se souviendra de lui, même pas moi. » Elle le fixa intensément. « Lisez-les, lisez ces lettres, et dites-moi si j'ai eu raison de ne jamais pardonner. » Mathieu prit la boîte, les mains tremblantes. Il sentait le poids de toutes ces années, de ces mots jamais lus, de cette conversation qui n'avait jamais eu lieu. « Je ne sais pas si je pourrais. Personne ne sait jamais. Mais les choses arrivent quand même. C'est comme ça que ça marche, non? On ne choisit pas. On reçoit. » De retour rue du Refuge, Mathieu posa la boîte sur la table. Leïla, qui était là comme toujours, comprit immédiatement. « Tu les as trouvés? Tu savais? Jules m'en parlait. Il espérait qu'un jour, quelqu'un les lirait, que peut-être le temps ferait son œuvre. » Mathieu ouvrit la première lettre, datée du 15 septembre 1956. L'écriture était soignée, presque tremblante. « Chère Madame Bellini, je ne sais pas si vous lirez ces mots. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous écrire. Mais je dois essayer. Ce jour-là, j'ai vérifié les attaches 3 fois. 3 fois. Et pourtant, il en lut une deuxième, puis une troisième. La nuit tomba, sans qu'il s'en rende compte. Les lettres racontaient la même histoire, encore et encore. La culpabilité, le remords, mais aussi quelque chose d'autre. Une recherche désespérée de sens, de connexion, de rédemption. Et puis, dans une lettre de 1973, quelque chose changea. Mathieu se figea en lisant les mots. Son sang se glaça. Ce qu'il découvrit allait tout bouleverser. La lettre de 1973 tremblait entre les mains de Mathieu. Les mots dansaient devant ses yeux, refusant d'abord de prendre sens, puis s'imposant avec une clarté brutale. « Chère Madame Bellini, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui change tout. J'ai rencontré un ancien contremaître des docks, Marcel Faure, mourant à l'hôpital. Sur son lit de mort, il m'a avoué la vérité. Ce jour-là, le 14 août 1956, ce n'était pas un accident. Les attaches avaient été sabotées. Il y avait des tensions entre les dockers français et italiens, des jalousies, des rancœurs. Certains voulaient tout faire peur aux Ritals, comme ils les appelaient. Marcel était l'un d'eux. Ils ont affaibli les sangles, pensant que la cargaison tomberait à vide, que ça créerait juste du désordre. Ils ne pensaient pas que quelqu'un mourrait. Ils ne pensaient pas à Thomas. J'ai porté cette culpabilité pendant 17 ans, et maintenant je découvre que j'étais innocent. Mais suis-je vraiment innocent? J'étais responsable. J'aurais dû voir. J'aurais dû protéger votre fils. Marcel est mort 3 heures après m'avoir parlé. Il n'y aura jamais de procès, jamais de justice. Juste cette vérité qui ne change rien, qui ne vous rendra pas Thomas, qui ne me rendra pas la paix.
Je continue de vous écrire parce que vous méritez de savoir, même si vous ne me lisez jamais, même si je ne mérite pas votre pardon. La vérité existe maintenant entre nous, quelque part dans ces lettres que vous gardez peut-être, ou que vous avez peut-être jetées. » Mathieu laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient. Il fouilla frénétiquement dans la boîte, cherchant les lettres suivantes. Dans celle de novembre 1973, Jules mentionnait avoir mené sa propre enquête, retrouvé les noms des autres complices. Mais tous étaient morts ou avaient disparu. La justice humaine était impossible. Alors, Jules avait fait autre chose. Les lettres suivantes révélaient comment il avait discrètement aidé la communauté italienne du Panier. De l'argent envoyé anonymement à des familles dans le besoin. Des emplois trouvés pour des jeunes. Un soutien silencieux, obstiné, pendant des décennies. Pas pour se racheter, il savait que c'était impossible, mais parce que c'était tout ce qu'il pouvait faire. « Je ne peux pas ramener Thomas », écrivait-il en 1980. Mais je peux honorer sa mémoire en protégeant ceux qui lui ressemblaient. Je peux faire en sorte que son nom ne soit pas juste synonyme de tragédie, mais de quelque chose de plus grand. Leïla, qui lisait par-dessus son épaule, essuya une larme. Je savais qu'il aidait les gens, mais j'ignorais pourquoi. Il ne parlait jamais de ça. Il faisait juste ce qu'il devait faire. Mathieu se leva brusquement et courut jusqu'à la maison de Rosa Bellini. Il était presque minuit, mais il ne pouvait pas attendre. Il frappa à la porte, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. « Qu'est-ce qui vous prend ?» gronda la vieille femme, en robe de chambre. Ce n'était pas sa faute, ce n'était pas un accident, mais ce n'était pas sa faute non plus. « Lisez, s'il vous plaît, lisez !» Il lui tendit les lettres clés, les mains tremblantes. Rosa les prit avec méfiance, ajusta ses lunettes et commença à lire sous la lumière du couloir. Mathieu la vit pâlir. Ses lèvres remuaient sans émettre de son. Quand elle termina, elle s'appuya contre le mur, soudainement fragile. « Pendant toutes ces années, murmura-t-elle, j'ai détesté un innocent. »« Non, » dit doucement Mathieu. Vous avez détesté un homme qui portait la responsabilité, même si ce n'était pas sa faute directe. Il ne vous en a jamais voulu. Il comprenait. Rosa pleura alors, pour la première fois depuis longtemps peut-être. Des sanglots profonds, libérateurs. « Qu'est-ce que je fais maintenant? Il est mort. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas. »« Mais moi, je suis là, » répondit Mathieu. « Et je suis venu pour une raison, pas par hasard. Je ne crois pas au hasard, plus maintenant. » Il s'assit à côté d'elle sur le banc du couloir. Ils restèrent là, deux étrangers liés par des morts et des secrets, par des lettres jamais lues et des pardons jamais donnés. Jules disait dans ses dernières lettres qu'il attendait un signe, reprit Mathieu, quelque chose qui lui montrerait que tout n'avait pas été vain, que les choses trouvent leur chemin, même quand on ne comprend pas comment. Rosa le regarda avec des yeux rougis mais clairs. « Et vous pensez que vous êtes ce signe ? Je pense que nous le sommes tous les deux, vous qui avez gardé ces lettres, moi qui suis venu les lire. Ce moment, ici, maintenant, peut-être que c'est ça le destin, pas quelque chose qui nous force, mais quelque chose qui nous attend, patiemment, jusqu'à ce qu'on soit prêt. » La vieille femme sourit tristement. « Jules aurait aimé vous connaître. »« Je crois qu'il me connaît, » répondit Mathieu. « D'une certaine façon, je crois qu'il a toujours su. » Le printemps revint sur Marseille, avec sa lumière éclatante et ses parfums de mer. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Mathieu. 6 mois qui avaient transformé bien plus qu'une saison. La maison de la rue du Refuge avait retrouvé vie. Les volets repeints en bleu vif, les murs blanchis à la chaux, les géraniums rouges débordant des jardinières. Mathieu y vivait désormais pleinement, non plus comme un refuge temporaire, mais comme un véritable foyer. Rosa venait prendre le café chaque dimanche. Elle avait fini par lire toutes les lettres, une par une, pleurant sur certaines, souriant sur d'autres. Entre elle et Mathieu s'était tissé un lien étrange et profond.
quelque chose qui ressemblait à une famille choisie, réparée par le temps. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-elle un matin, son café à la main. « Pendant des années, j'ai cru que la vie m'avait volé tout ce qui comptait. Thomas, puis Antonio, puis même la possibilité de pardonner à Jules. Mais maintenant, je comprends que rien n'était vraiment perdu. Tout était juste, en attente. » Mathieu hocha la tête. Il comprenait mieux que jamais ces mots. Avec l'argent de la vente de son appartement lyonnais et quelques économies, il avait créé une petite fondation au nom de Thomas Bellini. Elle aidait les jeunes du quartier à trouver des formations, des emplois, un avenir. C'était modeste, mais c'était réel. Leïla l'aidait à gérer les dossiers, à rencontrer les familles, à tisser ce réseau de solidarité que Jules avait commencé dans l'ombre. Un après-midi, alors qu'il classait de vieux documents dans le bureau de Jules, Mathieu découvrit une dernière enveloppe, cachée au fond d'un tiroir. Elle portait son nom. Son nom à lui, Mathieu Duchamp. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. « À celui qui viendra après moi. Si tu lis ces mots, c'est que les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es de mon sang, et que d'une certaine manière, tu portes aussi mon fardeau. J'ai passé ma vie à attendre le pardon, à chercher la rédemption. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose. Le destin ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce dont nous avons besoin, quand nous sommes prêts à le recevoir. J'ai échoué à sauver Thomas, mais peut-être que toi, tu sauveras quelqu'un d'autre. Peut-être que ta présence ici n'est pas un hasard, mais une réponse à une question que j'ai posée il y a longtemps. Nous sommes tous connectés par des fils invisibles. Ce que nous faisons résonne au-delà de nous. Les erreurs trouvent leur réparation, les douleurs trouvent leur baume, mais rarement de la façon dont nous l'imaginons. Visse, mon enfant, visse pleinement. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi, le destin ne te lâchera pas. Il t'attendra aussi longtemps qu'il faudra jusqu'à ce que tu trouves ton chemin, avec toute l'affection d'un homme que tu n'as jamais connu, mais qui t'a toujours espéré, Jules. Mathieu pleura. Pas de tristesse, mais de libération. Toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Son échec à Lyon, son divorce, cette maison héritée d'un inconnu. Rien n'avait été vain. Tout l'avait conduit ici, à ce moment précis où il pouvait accomplir ce que Jules n'avait pas pu faire, fermer la boucle, offrir la paix. Le soir même, il organisa un dîner. Rosa, Leïla et quelques jeunes aidés par la fondation. Autour de la table de Jules, dans la lumière dorée du couchant méditerranéen, ils partagèrent des histoires, des rires, des silences complices. Rosa leva son verre. À Thomas, et à Jules, et à tous ceux qui croient encore que les choses finissent par trouver leur place. À la vie qui ne nous abandonne jamais, ajouta Leïla. Mathieu regarda ces visages autour de lui, ces vies entrelacées par des tragédies et des miracles ordinaires. Il pensa à Céline, qu'il avait appelée la semaine précédente pour s'excuser vraiment, sans attendre quoi que ce soit en retour. Elle avait pleuré, lui aussi. Ils ne reviendraient pas ensemble, mais quelque chose s'était apaisé. Il pensa à son ancien travail, à cette course effrénée vers un succès qui ne signifiait rien, et il réalisa qu'il était plus riche maintenant, avec moins d'argent mais plus de sens. « Le destin ne faillit pas », murmura-t-il pour lui-même. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Rosa. « Rien, juste que j'ai compris quelque chose. On passe notre vie à essayer de contrôler, de planifier, de forcer les choses. Mais parfois, il faut juste faire confiance. Les erreurs trouvent leur réparation, les pertes trouvent leur sens. Pas toujours vite, pas toujours comme on l'espère, mais elles le trouvent. » Rosa sourit, les yeux brillants. « Jules aurait été fier de toi. » Cette nuit-là, Mathieu s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des mois. Par la fenêtre ouverte entraient les bruits familiers du panier, cette symphonie urbaine qui l'avait d'abord effrayé et qui maintenant le berçait. Quelque part dans le ciel étoilé au-dessus de Marseille, il imagina Jules et Thomas, réconciliés enfin, regardant cette petite maison où la vie avait repris ses droits. Le destin ne faillit pas, il attend simplement que nous soyons prêts à le recevoir.
Voilà l'histoire de Mathieu, qui pensait avoir tout perdu jusqu'à ce qu'il découvre que chaque échec le menait exactement là où il devait être. Et toi, quelle vérité sur ton propre chemin refuses-tu encore de voir? Si cette histoire t'a fait ressentir quelque chose de profond, laisse un like pour honorer tous ceux qui cherchent encore leur place. Abonne-toi, car d'autres récits comme celui-ci t'attendent. Et partage en commentaire quelle leçon tu gardes de ce voyage. Rappelle-toi toujours, ce qui doit arriver arrive, pas selon ton calendrier, mais selon une sagesse plus grande que nous. Le destin ne faillit jamais, il attend simplement que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a toujours préparé pour toi.